Alors c'est assez fou quand on y pense. Comment est-ce qu'on peut, en l'espace de quelques jours à peine, changer complètement d'avis sur un sujet aussi crucial qu'une guerre? C'est vraiment la question centrale quand on observe le jeu pour le moins complexe entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Et c'est justement ce qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Pour bien comprendre, regardons les faits, c'est très parlant. Il y a à peine 2 semaines, la position de Donald Trump était claire. L'Ukraine, disait-il, allait reconquérir le Donbass. Et puis, hier, virage à 180 degrés. Le message, c'est « Arrêtez-vous immédiatement à la ligne de front ». Le contraste est, eh bien, il est saisissant. Forcément, la question qui se pose immédiatement, c'est « Mais que s'est-il passé? Pourquoi ce revirement aussi soudain, aussi spectaculaire? Qu'est-ce qui a bien pu se jouer en coulisses pour provoquer un tel changement ?» C'est l'énigme qu'on va tenter de résoudre. On commence donc par poser les bases de cette histoire, avec ce premier point, ce revirement qui est à la fois soudain et, il faut le dire, très surprenant. Et il semblerait que tout pivote autour d'un événement bien précis. L'élément déclencheur, ça aurait été un appel téléphonique, un appel récent entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Apparemment, c'est juste après cette conversation que tout a basculé. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième chapitre, ce fameux coup de fil avec le président russe. Et là, premier indice, et pas des moindres, la réaction quasi immédiate du Kremlin. Juste après l'appel, leur porte-parole, Dmitri Peskov, prend la parole et se félicite d'excellentes relations entre les États-Unis et la Russie. Le signal envoyé est on ne peut plus clair. Mais la preuve la plus concrète, la plus troublante, elle est là. D'un côté, Trump qui explique son refus de livrer des missiles pour, je cite, éviter une escalade du conflit. Et de l'autre, eh bien, il se trouve que Poutine aurait utilisé exactement les mêmes mots pour le convaincre. C'est du mot pour mot. L'argumentaire est copié-collé. C'est un détail qui n'en est vraiment pas un. Bien sûr, un tel rapprochement a eu des conséquences directes et même explosives. Ce qui nous conduit à la troisième partie de cette histoire, la relation avec l'Ukraine, qui, elle, a viré au chaos. Le Financial Times nous a donné un aperçu de ce qui s'est passé en coulisses, et on est très loin des poignées de main pour les caméras. Le journal décrit une 6e rencontre entre Trump et Zelensky comme étant chaotique et même désastreuse. Loin des sourires de façade, on imagine une tension absolument palpable. Et les détails qui ont fuité, rapportés par des hauts fonctionnaires, sont assez ahurissants. On parle d'un président américain qui aurait juré à de nombreuses reprises, qui aurait même utilisé le terme russe d'opération spéciale pour parler de la guerre. Il aurait aussi affirmé que l'économie russe, finalement, se portait bien, soit l'exact contraire de ce qu'il disait une semaine plus tôt. Et pour couronner le tout, il aurait même jeté des cartes sur la table en pleine discussion. L'ambiance devait être électrique, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, maintenant qu'on a tous ces éléments, comment est-ce qu'on peut les interpréter? On passe de l'observation à l'analyse. 4e partie, ce qui ressemble de plus en plus à une victoire pour le Kremlin. La théorie qui semble faire consensus chez beaucoup d'analystes, c'est assez simple au fond. Donald Trump aurait choisi son camp. Mais attention, ce camp, ce ne serait ni la Russie ni l'Ukraine. Ce serait le camp de l'America First et du business. Et dans cette vision du monde, la guerre en Ukraine devient juste un obstacle, un caillou dans la chaussure. Et la sécurité du continent européen, eh bien, ce n'est plus la priorité. Et si on suit cette logique, la stratégie du Kremlin apparaît beaucoup plus clairement. On peut la décomposer en 3 temps. Premier temps, isoler Zelensky de son allié le plus puissant. Deuxième temps, utiliser Washington comme levier pour forcer l'Ukraine à faire des concessions territoriales. Et enfin, troisième temps, préparer le terrain pour une négociation future, mais une négociation qui se ferait après Zelensky. Tout ça, ce n'est pas que de la théorie. Ça nous amène à regarder vers l'avenir très proche et vers un événement qui se prépare. 5e et dernière partie. Que va-t-il se passer à Budapest ? Parce qu'en effet, il se confirme qu'un sommet est en préparation. Un face-à-face entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui doit se tenir à Budapest, en Hongrie. Et c'est une suggestion qui vient du président hongrois lui-même, Viktor Orban. C'est un sommet qui pourrait bien rebattre toutes les cartes. Et le choix de ce lieu, Budapest, est tout sauf anodin. Pensez-y. C'est en Europe, ce qui est déjà perçu comme un affront pour les alliés européens. C'est en Hongrie, un pays qui a systématiquement mis son veto à l'aide pour l'Ukraine. Sans parler du mandat d'arrêt contre Poutine qui rend sa présence explosive. Mais le plus ironique, le plus fou dans tout ça, c'est dans cette même ville, à Budapest, qu'a été signé en 1994 un mémorandum qui garantissait la souveraineté de l'Ukraine. La symbolique est incroyablement forte et elle fait un peu froid dans le dos. Au final, toute cette séquence laisse une question en suspens, une question qui résonne avec beaucoup d'inquiétude en Europe, étant en train d'assister aux préparatifs d'un nouvel accord sur l'avenir de l'Ukraine, qui se ferait cette fois sans l'Ukraine à la table des négociations. C'est une perspective qui, si elle devenait réalité, changerait radicalement les règles du jeu pour tout le continent.